Vous écoutez France Culture. Hey, you know what? Et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Cette émission tente tous les jours de se transformer pour atteindre l'un, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon, Quentin Molinier et Marianne Chassor, à la lecture des textes ascensionnels cette semaine Jean-Louis Jacopin, à l'illumination de la matière musicale Mydia Portis-Guérin et la prise de son intérieur Emmanuel Armingue. À 10h50 précise, on passera du plotinisme au libéralisme avec le journal de la philosophie, présenté par François Nudelman. François s'entretiendra aujourd'hui avec Alain Laurent à propos de son livre Les penseurs libéraux, paru aux éditions Les Belles Lettres. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps, et qu'à l'écart des autres choses, je rentre, à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable, et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installée en lui, parvenue à cette activité supérieure en m'étant établie au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendue de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassée pour savoir comment cette descente a eu lieu et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps. Si elle est bien en elle-même telle qu'elle a pu se manifester, quoi qu'elle soit dans un corps. Ce voyage intérieur de l'âme qui sort de son corps pour atteindre le divin, c'est celui d'un philosophe né en Égypte, au début du IIIe siècle, dont la culture est essentiellement grecque et qui porte un nom latin, Plotin. Plotin fait partie de ceux que l'on nomme les néo-platoniciens, ceux qui, longtemps après la mort de Socrate, ont donné un nouvel élan au dialogue de Platon, en sachant, pour le meilleur, prendre leur distance avec la pensée de leur maître. En commentant Platon, Plotin insuffle du mouvement dans les formes, met en branle les idées et estompe la séparation nette entre l'intelligible et le sensible, entre l'âme et le corps, entre le principe et la matière. D'un regard, Plotin dépasse le dualisme et touche le point le plus difficile d'accès, le plus éloigné de nous, le plus ardu à saisir par la pensée qui pourtant le recherche tant. Ce point porte un nom, la simplicité. Et comme elle est à l'origine de tout, Plotin la nomme, tout simplement, l'un. L'un est l'ineffable simplicité, ce dont on ne peut rien dire, ce à quoi on ne peut rien attribuer sans le dénaturer. Alors comment fonder une philosophie sur ce dont on ne peut pas parler? Et comment l'un, s'il est absolument simple, peut-il engendrer les âmes, le monde, la matière, le multiple, tout en restant un? Plotin et les mystères de l'un, c'est ce que nous allons explorer cette semaine. Demain mardi, Gwenaëlle Aubry viendra nous conter le voyage des âmes, qui ne s'incarnent pas toujours dans un moi. Mercredi, Jean-Michel Charrue plongera dans l'eau de Narcisse et s'interrogera sur la place de l'art dans une pensée de l'un. Et jeudi, c'est Laurent Lavaux qui nous révélera les enjeux passionnants du problème du mal au sein des Énéades. Mais aujourd'hui, c'est Luc Brisson, à qui l'on doit la réédition de la totalité des Énéades de Plotin en Garnier-Flammarion, qui vient poser la première touche sur le tableau de l'univers de Plotin. Plotin était bienveillant et agréable, et surtout il était doux et aimable. Il était vigilant parce qu'il gardait son âme pure et toujours tendue vers le divin, qu'il aimait de toute son âme, et qu'il faisait tout pour échapper au flot amer d'une vie assoiffée de sang.
Voilà pourquoi c'est à cet homme qui est un démon et qui souvent s'est élevé par ses pensées vers le Dieu premier qui se trouve au-delà, en suivant les voies indiquées par Platon dans le banquet, que daigna apparaître ce Dieu qui n'a ni figure ni forme, mais qui se trouve au-delà de l'intellect et de tout l'intelligible. À Plotin, le but apparut comme tout proche, car pour lui la fin, c'est-à-dire le but, c'était d'être uni au Dieu qui se trouve au-dessus de tout et de s'approcher de lui. Durant le temps où je fus près de lui, il atteignit ce but 4 fois, dans un acte indicible. Les dieux le remirent souvent sur la droite route, quand il se laissait aller sur des sentiers obliques, en lui accordant un épais faisceau de lumière. Ce qui explique que ses écrits furent composés sous l'inspection et la surveillance des dieux. Parce que tu maintenais en éveil une contemplation tournée vers l'intérieur comme vers l'extérieur, tu aperçus, dit l'oracle, beaucoup de choses magnifiques qu'aucun être humain n'arrive à contempler facilement, même s'il est du nombre de ceux qui s'adonnent à la philosophie. Chez les hommes, en effet, la contemplation peut devenir plus qu'humaine, mais si on la compare à la connaissance à laquelle peuvent atteindre les dieux, elle peut bien être magnifique, mais elle ne peut arriver à saisir la profondeur de la réalité intelligible comme la saisissent les dieux. En fait, ces vers décrivent l'activité de Plotin lorsqu'il était encore enveloppé d'un corps et ce à quoi il parvint. Mais une fois délivré de son corps, il a rejoint, dit l'oracle, l'assemblée des démons. Bonjour Luc Brisson. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine consacrée à Plotin. Et je l'ai dit, je le rappelle, c'est à vous que l'on doit la réédition des Énéades de Plotin, que j'ai sous les yeux. Donc c'est 9 volumes, ce qui prend beaucoup de place, mais qui est une lecture assez difficile, je dois dire, mais passionnante. Et ce qu'on va essayer de montrer toute cette semaine en consacrant donc 4 émissions à Plotin. Alors, j'ai lu un extrait des Énéades et puis on vient d'entendre un extrait de la vie de Plotin, de Porphyre, à qui l'on doit la transmission de la pensée de Plotin. On y entend la volonté de sortir de son corps pour contempler le divin, ce qui peut être entendu comme étant un programme mystique. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque peu de philosophes consacrent autant d'importance au sensible, à la matière, que Plotin, Luc Brisson. Oui. L'interprétation que nous avons de Plotin vient essentiellement de la Renaissance. Et cette interprétation, qui est celle notamment de Marcel Ficin, que j'admire beaucoup, a influencé toute l'histoire de la philosophie, jusqu'à une réaction des historiens de la pensée en Allemagne au XVIIIe siècle, et par l'intermédiaire de Marcel Ficin, le néoplatonisme, qui trouve son origine chez Plotin, a beaucoup influencé aussi toute une partie de la philosophie allemande, non kantienne, notamment Hegel et tous ceux qui ont suivi Hegel, et depuis quelque temps semble intéresser de plus en plus nos contemporains. Mais ce que nous avons essayé de faire, Jean-François Prado et moi, avec cette nouvelle traduction des Énéades de Plotin chez Garnier-Flammarion, c'est de resituer Plotin dans son contexte historique, et ce que j'aimerais faire dans la suite, et de montrer comment il faut essayer de dissocier Plotin de cette image que lui ont donné les historiens de la philosophie comme une espèce de mystique plus ou moins chrétienne qui cherche à s'évader du sensible et à s'évader du corps. Et pourtant, c'est exactement le contenu du texte qu'on vient d'entendre. Exactement. Et donc, le premier texte que vous avez lu est absolument magnifique. Et c'est le seul texte où Plotin parle à la première personne dans toute son œuvre. Et donc, c'est d'une très, très grande beauté. Et il est tout à fait exact que ce texte représente exactement l'idéal
de Plotin, qui est un philosophe de l'Antiquité, et donc pour qui la philosophie n'est pas une question académique, mais un mode de vie. Et donc, ce que dans ce texte que vous nous avez lu, Plotin exprime, c'est justement ce slogan, cette maxime platonicienne qui consiste à dire que le philosophe doit s'assimiler à Dieu. Le problème, c'est que le Dieu des platoniciens n'est pas le Dieu chrétien, que le Dieu des platoniciens, c'est l'intellect, et que l'intellect, c'est ce qui donne sens au sensible, et ce qui, d'une certaine façon, permet d'atteindre l'universel. En d'autres termes, s'unir à l'intellect, c'est perdre son individualité pour se fondre dans la totalité de l'être. Et donc, quand on comprend justement cette maxime, ce slogan plotinien qui est effectivement platonicien, on est amené à réinterpréter complètement la pensée de Plotin et donc à considérer ce que nous appelons le mysticisme dans un tout autre contexte, qui est un contexte beaucoup plus intellectualiste et rationaliste que celui du mysticisme chrétien, par exemple, qui est fondé d'abord sur le sentiment et l'imitation de Dieu, et notamment de la pensée, de la passion divine. Déjà, il suffit de lire Plotin pour y voir un déroulé précis d'arguments, de raisonnements. Il commente Plotin, il le réfute parfois. Autant de démarches qui sont celles d'un philosophe à proprement parler, et donc pas d'un mystique qui ne chercherait qu'une chose, qui serait une espèce d'effusion, de sortie hors de soi pour atteindre Dieu. Exactement. Donc Plotin n'a jamais été un ermite qui s'est retiré dans le désert. Et, au contraire, il enseigne. C'est d'ailleurs une partie importante de son travail. Je voudrais rappeler quelques éléments de sa vie, parce que c'est vraiment très, très important pour comprendre Plotin. Donc, Plotin naît en Égypte au début du IIIe siècle, en 205. Il naît à Lycopolis, c'est la moderne Assiout. Et donc, probablement d'une famille très riche, il a une nourrice, et en 232, alors qu'il a 27 ans, il part pour Alexandrie, où là, il se met à l'école d'un maître très étrange, un platonicien néo-pythagoricien, Ammonius, dont on ne sait rien. Et il reste auprès de lui pendant 11 ans. Et donc là, il rencontre ceux qui deviendront les sommités de la philosophie autour du monde méditerranéen. En 243, il quitte Ammonius, et là aussi c'est extrêmement intéressant, pour se retrouver dans la cour de l'empereur Gordien qui va attaquer les Perses. Mais pourquoi Plotin part-il? C'est pour s'informer de la philosophie des Perses et surtout de la philosophie des Indiens. Malheureusement, l'empereur est assassiné. Plotin revient à Rome en 244. Et donc, en 246, il s'associe avec celui qui deviendra son assistant, Amelius, et il commence à enseigner. Et encore une fois, c'est très intéressant. Où enseigne-t-il? Il enseigne dans la maison d'une très riche veuve, la veuve probablement de l'empereur Trébonien, qui lui aussi a été assassiné, parce qu'à l'époque, les empereurs sont régulièrement assassinés. Et donc, c'est un enseignement purement privé. Et donc, qui vient à ces cours? Des hommes très riches, des sénateurs, qui sont autour de l'empereur. Et notamment, on apprendra que l'empereur Galien l'empereur Galien, sa femme Salonine, protège Plotin. Donc, il y a beaucoup de sénateurs, de gens très riches. Il y a aussi des médecins. Il y a aussi des collègues de Plotin qui étaient avec lui chez Ammonius. Et finalement, et encore une fois, c'est très important, il y a des chrétiens. Et donc, avec qui il va polémiquer. Et Plotin enseigne jusqu'à ce que Porphyre arrive à l'école en 263. Et à partir de 254, il
commence à produire une œuvre écrite. Alors voilà, ça c'est important puisque vous dites qu'à partir d'un moment, il commence à produire une œuvre écrite, c'est donc, et vous l'avez bien rappelé, qu'avant cela, pour lui, philosopher consistait à enseigner une manière de vivre. Et là, il faut insister là-dessus, puisque les écrits de Plotin, certes, se lisent aujourd'hui, il y a un intérêt théorique, spéculatif même, mais c'est d'abord et avant tout, et c'est pour ça qu'il est important de rappeler le contexte, comme vous l'avez fait, de sa vie et de son enseignement, qu'il soit privé ou public, c'est bien de donner à ses élèves, c'est-à-dire ceux qui viennent assister à ses cours, les moyens d'avoir un impact sur leur propre vie. Il s'agit vraiment de s'éduquer pour mieux vivre. Exactement. Et donc, je voudrais insister sur un autre point qu'on essayait de rendre visible dans notre traduction chez Garnier-Flammarion. Ça n'était pas un cours magistral, c'était un dialogue. Et donc, on le voit très très bien en lisant les œuvres de Plotin, que le maître répond aux questions posées par les auditeurs, les gens qui sont dans la salle. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est un autre thème qui montre à quel point Plotin est un platonicien. Il reste associé, son œuvre reste associée au dialogue. Il y a un dialogue entre le maître et ses disciples. Ça n'est plus un dialogue dans la rue d'Athènes ou sur l'agora d'un Socrate qui fait souvent le bouffon. C'est le dialogue entre un maître et ses disciples. Mais c'est très important de rappeler cette dimension du dialogue. C'est d'autant plus important que ça nous permet de pointer un problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on commence à lire Plotin, qui est ce paradoxe, au fond, qu'on a énoncé en début d'émission, entre d'un côté l'appel à Plotin, ou l'invitation, ou l'appel à sortir de soi pour atteindre le divin, c'est-à-dire, vous l'avez dit, une forme d'intellect, et en même temps proposer une philosophie qui est un impact proprement pratique, disons éthique, qui implique, qui dirige ou qui donne des conseils pour comment mener sa vie. Exactement. Et donc d'un côté, la sortie de soi pour atteindre le divin, et de l'autre, donner des méthodes ou se poser les bonnes questions pour savoir comment mener sa vie, on a l'impression que les deux s'opposent. En réalité, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite des Énéades de Plotin, c'est le traité 9, dans lequel on peut entendre comment des mises au point, des considérations proprement théoriques peuvent avoir un impact direct sur la vie humaine en tant que telle. Écoutez. Puisque ce que nous cherchons est un, et puisque c'est vers le principe de toute chose que nous dirigeons notre regard, c'est-à-dire vers le bien et le premier, il ne faut pas s'éloigner de ce qui se trouve autour des réalités premières, en se laissant tomber jusqu'aux dernières de toutes les réalités. Mais en se dirigeant vers les réalités premières, il faut s'éloigner des sensibles, qui sont les réalités dernières, et il faut se libérer de tout vice, car c'est au bien que l'on s'efforce de parvenir. Il faut remonter jusqu'au principe qui est en nous, et de plusieurs que nous étions, devenir un, pour accéder à la contemplation du principe qu'est l'un. Il faut donc devenir intellect, et confier son âme à l'intellect, la placer dans sa dépendance pour qu'elle puisse recevoir éveillée ce que voit celui-ci. Il faut regarder l'un par le moyen de l'intellect sans y ajouter aucune sensation et sans non plus admettre en lui rien qui dérive de la sensation. Car c'est par le moyen de l'intellect pur qu'il faut regarder ce qui est le plus pur. Plus encore, au moyen de ce qui est le plus élevé en l'intellect. Luc Brisson, peut-être une des bonnes façons de comprendre l'enjeu de la pensée de Plotin et donc
cet appel qui est lancé à la nécessité de se libérer de tout vice. C'est ce qui est dit dans le texte qu'on a entendu juste avant, qui était lu par Jean-Louis Jacopin. Peut-être une des façons de le comprendre est ce prisme qu'il y a entre l'un et le multiple. L'un, donc je l'ai dit au début, un principe originaire, à partir de quoi tout est engendré, reste à savoir comment l'un peut-il engendrer la vie sans se perdre lui-même, sans devenir multiple lui-même. C'est une question cruciale qui est située au fondement de la pensée de Plotin. Mais comment, du coup, à l'échelle même individuelle, comment essayer, dit-il, de plusieurs que nous étions, devenir un. Et on a là tout l'aspect problématique du rapport entre le sensible et l'intelligible, qui ne sont pas aussi distincts que chez Platon. Oui. Encore une fois, je veux resituer Plotin dans l'histoire, parce que sa position dans l'histoire du platonisme est tout à fait paradoxale. Plotin va se servir du stoïcisme, qui est en gros un anti-platonisme, pour trouver une solution à la participation du sensible à l'intelligible. En d'autres termes, trouver une solution au rapport entre les images qui nous entourent et la réalité véritable. Et c'est ce qui, me semble-t-il, caractérise Plotin. Et c'est tout à fait normal, puisque Plotin vivait dans un monde où la philosophie était dominée par le stoïcisme. Donc, l'idée des stoïciens était la suivante. Il n'y avait que deux principes, c'est-à-dire la matière, qui est totalement inerte, et le logos, qui est la divinité, et qui organise la matière à différents niveaux. Au niveau le plus bas, c'est le niveau de l'exis, de la constitution, c'est les choses inanimées. Premier niveau de la vie, la physis, les plantes. Ensuite, l'animalité et l'homme, la psyché, et donc la psyché qui est la vie, qui est le principe de vie animale, et chez certains animaux, l'hégémonicon, le nous, qui est le niveau le plus élevé. Donc, Plotin, pour décrire le rapport entre l'intelligible et le sensible, va utiliser ce vitalisme universel qui est celui des stoïciens. Et donc, il va essayer de décrire le parcours entre l'unité absolue et la multiplicité absolue. Et donc... c'est donc du haut vers le bas, si on suit d'ailleurs votre mouvement. L'unité qui serait... Puisque chez Plotin, il y a cette idée d'ascension. On partirait du multiple non, pour justement, ascensionner. C'est qu'il y a dans le néoplatonisme deux mouvements. Un mouvement de descente, qui est un mouvement de production, et un mouvement de remontée, qui est un mouvement de réunification, de réunion, et qui est le mouvement éthique. Donc, il y a le premier mouvement de descente, qui est le mouvement de productif, et un mouvement de remontée, qui est un mouvement qui est celui de l'éthique. Et il faut bien tenir les deux ensemble. Donc, on a ce premier principe qui est l'un absolu, l'un au-delà de l'être, et qui, bizarrement, n'est pratiquement, sauf qu'il doit y avoir 3 ou 4 occurrences dans l'œuvre de Plotin, qui n'est jamais appelé Dieu, puisqu'il est au-delà de l'être, au-delà même de la divinité. Alors ça, vous l'avez dit rapidement, c'est très important. C'est L'un très, est très au-delà important. de l'être. Comment est-ce qu'un principe premier peut-il être au-delà de l'être? Ça veut dire que l'un existe, mais n'est pas. Comment est-ce qu'on peut penser ça Il n'est pas au sens où nous l'entendons, il est d'une autre façon. C'est extrêmement paradoxal, mais me semble-t-il, c'est pour justement essayer de sortir de cette difficulté que rencontraient aussi les stoïciens, que rencontrait Platon. C'est-à-dire que le sensible est essentiellement multiple, et on essaie de lui donner une certaine universalité, une certaine unité. Et chez Platon, c'est l'intelligible qui donne cette unité, cette universalité. Le problème, c'est que l'intelligible comprend lui-même plusieurs éléments. Et donc, cet axiome d'unification
n'est pas suffisant au niveau de l'intellect. Il faut aller encore plus haut que l'intellect. Et donc, c'est le rôle de l'un que d'unifier l'intellect, l'âme et le sensible. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que l'un est au-delà de l'être. Alors, quand Plotin affirme cela, il se positionne directement, explicitement contre Platon, contre un texte du Parménide dans lequel Platon évoque cette possibilité pour l'un d'être supérieur à l'être, hypothèse qu'il met de côté, qu'il démontre. Alors, les raisonnements sont très compliqués, je ne vais pas les restituer ici, mais donc c'est par rapport à un point très précis de Platon que Plotin affirme la supériorité de l'un sur l'être, mais ça pose quand même un problème, Luc Oui, Brisson. ça pose C'est un que problème. comment l'un, s'il n'est pas au sens où nous sommes, comment peut-il nous produire? Comment l'un peut-il produire quelque chose de l'ordre de l'être alors que lui-même n'appartient pas à l'être? Oui, c'est Le problème de la création, de la production de quelque chose. C'est un des problèmes qu'a étudié donc Gwenaël Aubry dans un Qui viendra nous parler demain, oui. Oui, et donc l'un, tout ce qu'on peut dire de l'un, c'est qu'il est puissance de toute chose. C'est-à-dire qu'il il produit tout le reste, et d'abord l'intellect. Et donc l'intellect qui contient plusieurs intelligibles et qu'il unifie. Donc l'intellect lui-même va produire l'âme, et dans l'âme va déposer donc les formes sous la forme de logoi. Et là, on tombe complètement dans le stoïcisme. Donc l'âme elle-même va produire la matière et y implanter les logoi. Donc on a un système complètement unifié de l'un jusqu'à la matière, et avec la production du sensible. Donc ça, c'est le mouvement descendant. Qui est le mouvement métaphysique, c'est-à-dire que celui qui permet d'expliquer la génération du monde, alors que l'autre mouvement ascendant que vous avez décrit tout à l'heure... Et donc là, c'est le mode de vie intervient directement. C'est-à-dire que, donc, premièrement, l'être humain qui seul peut remonter vers son principe. D'abord, l'intelligible qui, lui, est considéré comme Dieu, mais encore une fois, c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu que l'on connaît, puisque c'est un Dieu qui n'a pas de personnalité, puisqu'il est universel, et c'est un Dieu qui est immobile, etc. etc. Donc l'âme doit d'abord, lorsqu'elle est dans un corps, pratiquer un certain nombre de vertus, donc d'abord des vertus civiques qui lui permettent de vivre en bonne entente avec les concitoyens. Ensuite, vertu purificatrice, c'est-à-dire tenir compte de son corps, mais ne pas lui donner la priorité. Vertu contemplative, là on tombe dans le platonisme, c'est-à-dire nécessité de contempler donc ce qui donne sens au sensible. Et avec Porphyre, on passe à un autre niveau, possibilité d'union avec le Dieu intelligible, c'est-à-dire que l'âme perd son identité en devenant la totalité de l'être. Et donc c'est en ce sens qu'il faut entendre le terme mysticisme chez Plotin, et pas du tout dans le sens d'union avec une autre personnalité toute puissante. Si l'on donne au bien le rang de centre, alors on donnera à l'intellect celui de cercle immobile, et à l'âme celui de cercle en mouvement, se mouvant par son désir. Car l'intellect possède et embrasse immédiatement ce qui est au-delà de l'être, alors que l'âme doit toujours le désirer.
La sphère de l'univers, parce qu'elle possède l'âme qui désire le bien, est mue par le désir qui est dans sa nature. Mais cette aspiration naturelle, un corps ne peut la voir que pour ce qui lui est extérieur. Ainsi ne cesse-t-elle de tourner et de revenir sur le même chemin. Elle se meut en un cercle. La pensée de Plotin est vraiment une pensée du mouvement, Luc Brisson, contrairement donc au dualisme platonicien, Platon qui donc fait des formes et des idées, la vérité que l'on doit atteindre. Chez Platon, les choses évoluent, bougent, il y a un certain dynamisme, on a parlé de mouvement ascensionnel d'un point de vue éthique, l'homme doit partir du multiple qu'est le sensible pour atteindre l'un, ou le bien, un mouvement qui au contraire sera descendant du point de vue métaphysique, c'est comment l'un va produire l'intellect, puis l'âme, puis le sensible. Dans le texte que je viens de lire, qui est issu donc du traité 4, on a cette idée, il me semble que ce terme est important, donc l'idée de cercle, de circularité, qui se bouge, que les choses bougent en un cercle, et en même temps cette idée de désir. L'âme, le propre de l'âme, est de désirer. On a là un moteur, un moteur de mouvement, de changement, qui est de l'ordre de l'affect, qui n'est pas simplement une idée métaphysique. Parler de désir, c'est vraiment prendre en compte la partie sensible de l'homme. Oui, mais donc on retrouve dans ce que vous dites deux éléments, donc un élément stoïcien, c'est-à-dire une espèce de vitalisme qui fait que tout est vivant, y compris les choses inanimées. Et deuxièmement, cette idée de désir, et là on se trouve dans un contexte aristotélicien. C'est le moteur, le premier moteur vers lequel tendent tous les désirs de tous les êtres qui sont sous sa coupe. Et donc, ce qui est très important quand même chez Plotin, c'est de bien comprendre que ce paradoxe, c'est-à-dire que le but d'une âme, et notamment de celle d'un philosophe, c'est l'union avec l'un. Mais cette âme doit, de toute nécessité, puisque le suicide est interdit comme chez Platon, vivre dans un corps. Et donc on se retrouve avec ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une âme qui vit dans un corps et qui donc doit avoir des relations agréables avec les gens qui l'entourent, doit s'occuper de son corps et des besoins de ce corps, mais doit s'adonner aussi à une vie intellectuelle. Et donc, en poussant cette vie intellectuelle tellement loin qu'elle disparaît comme âme, c'est-à-dire comme principe d'individualité et de mouvement, et qu'elle s'installe dans l'intellect qui est universel et immobile. Et donc là, on a le premier paradoxe. Oui, c'est ça. Et par âme, je précise juste, il faut bien l'entendre au sens premier du terme. Âme, c'est ce qui anime, qui oui, donne vie. Ah, voilà, c'est un principe d'animation. C'est le principe d'animation, mais qui reste dans un corps qu'elle anime, qui doit vivre une vie vertueuse dans ce corps, mais qui doit pousser la connaissance tellement loin qu'elle s'identifie à l'universel et à l'immuable et qu'elle perd jusqu'à un certain point son identité, tout en restant dans son corps. Et donc ça, c'est le premier paradoxe. Et il faut bien comprendre que l'union avec l'un, ça n'est pas l'union de l'âme avec l'un. L'union directe, c'est une union médiate. C'est tout simplement que, donc, comme l'âme est attirée par son désir vers sa source, l'intellect, lui, est attiré par son désir vers son principe, c'est-à-dire l'un. Et donc, ce qu'on appelle le mysticisme chez Platon, c'est, jusqu'à un certain point, un processus à double détente. Donc, une identification de l'âme avec l'un, d'un point de vue avec l'intellect, et donc l'intellect qui s'identifie lui-même avec l'un
en transportant l'âme avec lui-même. Mais Et donc, c'est très intéressant de voir que ce premier principe, c'est l'un bien. Donc, l'un, c'est le principe de production, et le bien, c'est le principe de remontée. Et donc, le désir est absolument essentiel dans ce cadre. Mais il faut dire que ce désir n'est pas forcément, au niveau de l'intellect en tout cas, et au niveau de l'union de l'intellect avec l'un, un sentiment au sens où on l'entend. C'est Eros, tel que le définit Platon, c'est-à-dire c'est un, je ne sais pas comment très très bien le définir, c'est une force qui nous pousse vers le haut. Mais quand même si c'est une force, même s'il ne faut pas entendre le désir comme un sentiment, mais comme une force, dans la notion de désir, il y a l'idée de manque. Il y a l'idée de tendre vers quelque chose qui nous manque. Or, si l'âme et l'intellect désirent quelque chose, désirent atteindre, s'unir avec l'un, c'est donc qu'elles ont conscience du fait qu'il leur manque quelque chose. Et c'est donc postuler le fait qu'il y avait un moment où il y a comme un souvenir de l'un. Parce que sinon, comment l'âme et l'intellect pourraient désirer quelque chose qu'elles n'ont jamais atteint? Oui, Vous voyez, donc est-ce qu'on a une pensée ici de l'antériorité, du souvenir, d'une réminiscence? Je pense que cette idée du souvenir et d'une réminiscence n'est pas possible au niveau de l'un, puisqu'il est au-delà de l'être et tout ça. Au niveau de l'intellect, très certainement. Et je pense que ce que vous avez dit est très, très important, puisque ça définit le platonisme. Le platonisme, c'est le sentiment d'un manque. Il manque quelque chose dans le sensible, donc il faut aller Le plus loin. platonisme, hein, Oui. non pas le plotinisme. Il faut non, si. Plotin est fidèle à Platon En ce ce sens qu'il y a un manque dans le sensible et qu'il faut aller vers l'intelligible. Mais là où Plotin est infidèle à Platon et va beaucoup plus loin, c'est que l'intellect lui-même est en manque et donc il doit aller vers son principe. Et donc ce principe, comme je vous l'ai dit, c'est l'un bien, l'un qui permet donc la production de la multiplicité, le bien qui permet la remontée de l'âme vers son principe. Et donc c'est ça cette idée d'un manque. Il nous manque quelque chose et ce manque ne peut être comblé que par une identification à l'intellect. Et l'intellect lui-même éprouve un manque et s'unit avec l'un. Mais alors on comprend avec ces termes donc le schéma dynamique, disons, de la constitution des choses dans un sens comme dans l'autre, dans le déploiement de l'Inde qui dans un mouvement de trop-plein de lui-même va donner lieu, va pouvoir engendrer de l'être, et inversement la façon dont l'homme qui, pris par le multiple du sensible, peut se ressaisir de manière ascensionnelle pour atteindre vers l'un. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est la notion, là, dans le texte que j'ai lu avant, l'identification entre l'un et le bien. Et de même, vous avez dit tout à l'heure, l'âme doit enseigner les vertus au corps. D'où vient cette dimension morale? Puisque si on s'en tient à des considérations purement, disons, physiques ou métaphysiques, la morale n'intervient pas. Comment, dans le système de Plotin, enfin dans la pensée de Plotin, peut-on situer et faire intervenir cette notion de bien d'un côté et de vertu de l'autre? Je pense que c'est ce qui caractérise la philosophie dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la philosophie n'était pas une activité académique. La philosophie était, encore une fois, je le répète, un mode de vie. C'est-à-dire, on choisissait d'être philosophe, et être philosophe, c'était non seulement essayer de rendre compte du monde qui nous entourait, mais aussi d'essayer de vivre une vie qui soit la meilleure possible. Et donc, il y avait plusieurs, en grec c'est télos, plusieurs buts, plusieurs termes qu'on essayait d'atteindre. Donc, chez Platon, c'était l'assimilation à la divinité. Cette divinité qui changera de sens chez Plotin, bien évidemment. Chez Aristote, c'était donc le moyen terme trouvé. Chez les stoïciens, c'était donc l'idée de se détacher du sensible pour correspondent à l'universalité du logos, etc., etc. Donc, chaque philosophie dans l'Antiquité était un mode de vie. On n'enseignait pas la philosophie, on était philosophe. Et donc, c'est ce qu'on voit très, très bien chez Plotin. Et encore une fois, cette idée de dialogue est essentielle. Les gens qui viennent écouter Plotin
dans la maison de cette riche veuve, lui pose des questions qui intéressent non seulement la connaissance du monde qui nous entoure, mais aussi la façon de vivre. Et Plotin leur donne des conseils, il dit aux sénateurs, essayez de faire moins de politique. Et, Plotin essaie d'orienter ses disciples vers la connaissance et justement vers la possibilité d'une union avec l'un. Platon dit qu'il y a 3 rangs de réalité. Toutes les choses sont autour du roi qui règne sur tout. Il veut bien sûr parler des réalités premières. Le 2e est auprès des choses de 2e rang et le 3e est auprès des choses de 3e rang. Il dit aussi qu'il y a un père de la cause, en qualifiant de cause l'intellect. Car l'intellect est, selon lui, le démiurge. Il dit que l'intellect produit l'âme dans ce cratère dont il parle dans le Timée. Le père de cette cause, qu'est l'intellect, il affirme que c'est le bien, ce qui est au-delà de l'intellect et au-delà de la réalité. Il répète que l'être et l'intellect, c'est la forme. Dès lors, Platon savait que l'intellect vient du bien et que l'âme vient de l'intellect. Non, les propos que nous tenons ne sont pas nouveaux. Et ils ne datent pas d'aujourd'hui, car ils ont été déjà tenus dans l'Antiquité, mais sans que leur sens ait été déployé. En tenant les propos qui sont actuellement les nôtres, nous sommes les interprètes de ces propos antérieurs, en nous appuyant sur les propres écrits de Platon, qui témoignent de l'antiquité de ces doctrines. Le Parménide de Platon s'exprime de manière précise, car il distingue l'un de l'autre le premier un, qui est un au sens propre, le 2e qu'il appelle un plusieurs, et le 3e qui est un et plusieurs. Il est ainsi d'accord avec la doctrine des 3 natures. Il est difficile de comprendre Luc Brisson quand on entend dans le texte qui vient d'être lu par Jean-Louis Jacopin, le traité 10 des Énéades, donc de Plotin, quand on entend la description de la doctrine des 3 natures, donc Plotin se met en lecteur de Platon, et on voit bien ici c'est à la fois cette fidélité, cette méthode qui est celle de Plotin qui découle de celle de Platon, mais il est difficile de comprendre comment de telles préoccupations qui sont ici très précises et qui sont vraiment de l'ordre théorique, de méthode, je l'ai dit, peuvent en même temps être utiles à des citoyens qui viendraient écouter Plotin dans ses cours. Parce que vous avez dit, il donne des conseils, il leur dit arrêtez de faire la politique, faites ceci, le but étant de mieux vivre. Comment, j'en reviens parce qu'il me semble que c'est très important, on aura l'occasion au cours de cette semaine de s'intéresser plus particulièrement au sensible, à la façon dont le sensible est peut-être moins un obstacle chez Plotin que chez Platon, à l'importance du beau, à l'âme dans le corps. Mais là, ici, pour cette première émission, il me semble important d'insister là-dessus, sur le passage vraiment d'une réflexion théorique à un impact pratique. Comment le fait d'inviter les gens à atteindre l'un peut véritablement les aider à mieux vivre dans leur vie, disons, quotidienne, puisqu'ils viennent voir Plotin pour apprendre à réfléchir et à comprendre le monde qui les entoure. C'est la première chose que je voudrais dire, c'est que le texte que vous avez lu est très intéressant, parce que Plotin essaie de montrer à quel point il est fidèle à Platon, alors qu'en fait, il lui est totalement infidèle, puisque la deuxième partie du Parménide de Platon n'a rien à voir avec les 3 principes, l'un, l'intellect et l'âme. Mais pour Plotin, les 3 premières hypothèses de la seconde partie du Parménide correspondent à ces 3 hypostases. Donc, il y a là une infidélité tout à fait évidente dans l'interprétation d'un dialogue de Platon. Cela dit, Plotin reste fidèle à Platon avec justement cette idée de manque. Et encore une fois, j'y reviens parce que c'est très important.
donc le sensible est en manque par rapport à l'intelligible, et l'intellect est en manque par rapport à l'un, et c'est justement le désir de combler ce manque qui permet une remontée vers l'un. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas réduire l'éthique. Encore une fois, dans l'Antiquité, il n'y a pas cette distinction entre éthique, physique et métaphysique. Tout est lié. La question est de savoir à quoi sert une vie humaine. Est-ce qu'une vie humaine sert à acquérir des honneurs, des richesses? Est-ce qu'une vie humaine sert à imposer sa volonté? La réponse chez les philosophes dans l'Antiquité est la suivante: une vie humaine ne vaut, et jusqu'à un certain point, Socrate, dans l'Apologie de Socrate, donne la réponse: une vie humaine ne vaut que par la connaissance qu'elle acquiert et surtout par le questionnement qu'elle se pose à elle-même. Une vie, parce que Socrate termine un de ses discours dans l'Apologie en disant: une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, parce qu'avec Platon, on se trouve un demi-millénaire après Platon. Donc, 500 ans après Platon, cette question de l'examen d'une vie a beaucoup évolué. Et donc, on passe donc du sensible à l'intelligible et de l'intelligible à l'unité. Et encore une fois, il faut bien comprendre que ce qu'on entend par philosophie dans l'Antiquité n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne à l'université actuellement. Et c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est extrêmement intéressant et nous parle encore aujourd'hui. Satisfaire son âme, Satisfy My Soul, c'est Ernest Gold pour finir cette émission avec vous, Luc Brisson. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Plotin aujourd'hui. Donc je renvoie les auditeurs à la nouvelle édition des Énéades de Plotin que l'on vous doit, Luc Brisson, entre autres à vous et Jean-François Prado, dont on parlera toute cette semaine. On s'est servi de cette édition évidemment pour préparer ces émissions. Il y a également d'autres éditions, par exemple celle des Belles Lettres. Je renvoie, j'aimerais le faire aussi, à la lecture d'autres ouvrages sur Plotin, notamment une introduction aux Énéades par Dominique Oméhara, qui est publiée aux éditions du Cerf, aux éditions universitaires de Fribourg, qui est une très bonne introduction à la pensée de Plotin. Et par exemple aussi un autre ouvrage, La métaphysique de Plotin, par Jean-Marc Narbonne, qu'on trouve lui aux éditions Vrin. Et enfin, pour cette idée de philosophie qui n'est pas une discipline universitaire mais vraiment un art de vivre, je vous renvoie à l'ouvrage de Pierre Hadot intitulé Plotin ou la simplicité du regard, qu'on trouve par exemple en folio essai. Notre âme est satisfaite et bien nourrie et donc nous sommes prêts pour retrouver le journal de la philosophie. Il est 10h49, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver François Nodelman. Bonjour François. Bonjour Adèle, êtes-vous libéral ? Vaste question. Je dois répondre maintenant ? Non, on va discuter de ça. En tout cas, avec Alain Laurent, en philosophie, le libéralisme demeure plutôt mal connu, trop souvent réduit au libéralisme économique et à sa mauvaise réputation en temps de crise. Alors, pour y remédier, Alain Laurent et Vincent Valentin publient un nouvel ouvrage monumental, Les penseurs libéraux, paru aux Belles Lettres. Alain Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste et éditeur.
Quelle est la situation de la pensée libérale en France aujourd'hui? Je le dis parce que c'est presque, on a l'impression, une injure de l'extrême droite à l'extrême gauche. Quand on dit libéral ou ultralibéral, c'est toujours négatif. Cette situation, elle est parasitée justement par cette tendance très, très dominante à réduire la pensée libérale à ce mot malsonnant, l'ultralibéralisme. Hum. Ce qu'on essayait de faire avec Vincent Valentin dans cette anthologie, c'est justement de resituer le centre de gravité, le curseur qui permet de placer la pensée libérale en sa vérité à partir donc de sa matrice classique, le primat de la liberté, de la responsabilité individuelle, le droit de propriété, et puis une place réduite à l'autorité en général et à celle de l'État Oui. en particulier. Alors, une facilité, ça aurait été de dire, bon, d'accord, il y a le libéralisme économique, mais nous allons parler du libéralisme philosophique, de la pensée libérale. Or, vous montrez, malgré tout, qu'il y a une base commune entre le libéralisme philosophique et le libéralisme économique. Absolument. Ce qui ressort de tous les textes que nous avons rassemblés et ordonnés, c'est qu'il y a bien une matrice commune, historique, qui apparaît vers le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle, et qui fait que ce qui apparaît le plus clairement, c'est que le libéralisme, la pensée libérale, est avant tout une philosophie du droit, pourrait-on dire de façon plus précise. Et à partir de cela, de cette matrice commune, se décline le libéralisme en politique, le libéralisme en économie, mais aussi le libéralisme sur le plan sociétal. Moi, je préfère cette expression à cette vision quasi hémiplégique qui voudrait séparer totalement libéralisme politique et économique. La plupart des grands penseurs libéraux ont été à la fois politiques et économiques. Vous revenez donc à cette histoire. On connaissait déjà les 2 volumes de Pierre Manant, parus en 86, mais votre anthologie et vos textes, qui est aussi un dictionnaire, en fait, reprennent les courants peu connus des dernières décennies, comme par exemple les libertariens américains ou les libéraux progressistes. En quoi y a-t-il un renouveau de la pensée libérale, du moins à l'extérieur de la France? Alors ce renouveau, en ce qui concerne peut-être davantage les libéraux progressistes, les libéraux de gauche, ceux qui sont vraiment libéraux, c'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas retenu des textes de Rawls par exemple, puisque ça pose le problème spécifique du sens du mot libéralisme aux États-Unis. Alors ce renouveau, il s'est fait au fond sur les deux franges opposées. On essayait d'exhumer des auteurs peu connus. Alors, il y a effectivement les libertariens, qui eux-mêmes, d'ailleurs, se déclinent en pas mal de tendances. Oui, un mot quand même pour dire, qu'est-ce que c'est qu'un libertarien? Un libertarien, c'est quelqu'un qui reprend, en la radicalisant, la position du libéralisme classique, en particulier en réduisant encore davantage l'emprise de l'État, en se fondant davantage sur l'idée de marché, mais pas exclusivement. Si on prend par exemple quelqu'un d'assez connu en France maintenant, qui est Robert Nozick, la place du marché est tout de même pas si importante que ça chez lui, mais en revanche, il y a une défense tout à fait résolue et radicale de l'indépendance individuelle. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que le libertarien, c'est un ultra-libéral, mais ce n'est pas simplement un ultralibéral, c'est quelqu'un qui, par exemple, du point de vue du comportement individuel, admet que tout individu est entièrement libre de faire ce qu'il veut de son corps, par exemple. Oui, dans la mesure où cela implique une réciprocité dans la connaissance avec autrui. Je dois pouvoir disposer de moi-même, de mon esprit aussi, et de mon corps, aussi loin que cela n'empiète pas sur la capacité réciproque de l'autre. Alors, ce qui fait que, par exemple, c'est assez amusant pour nous ici en France, c'est qu'un libertarien qu'on pourrait penser très à droite, en fait, est pour la libéralisation totale de la drogue. Oui, alors plus ou moins, puis aussi de la référence au corps. Oui. Ça peut se produire également dans le domaine de la bioéthique ou dans le domaine de la prostitution également. Il y a tout de même un clivage chez les libertariens, parce que vous parliez d'ultralibéralisme. Oui. Ils ne sont ultra qu'à partir du moment où ils chassent complètement l'État. C'est le cas des anarcho-capitalistes, mais pas des autres libertariens. Oui. Une chose importante, évidemment, c'est la liberté de conscience. Ça, c'est historique par rapport à la religion, la liberté morale, et donc, du coup, l'exigence d'une neutralité de l'État. L'État ne peut pas fixer ce qu'est le bien. Alors là, on a un exemple récent avec Vincent Payon qui veut remettre les cours de morale, qui veut, en quelque sorte, enseigner ce qu'est le bien. On peut dire qu'il est à l'opposé du libéralisme.
Ah, sur ce plan-là, oui, pour les libéraux en général, et pas simplement les libertariens, l'État n'a surtout pas à interférer avec les choix privés des individus, que ceux-ci soient inculqués par la famille, les parents, ou lorsque l'individu est un peu plus âgé, c'est son le libre choix. Il ne peut pas y avoir de morale d'État, si chargée soit-elle de bons sentiments. Sinon, c'est l'intérêt de la diversité d'opinions qui est au cœur de la pensée libérale. Quand on tente de définir à travers la multiplicité des auteurs que vous citez, une identité ou une unité de la pensée libérale, le noyau c'est quoi? C'est la liberté individuelle contre l'État? Le noyau, pas forcément contre l'État, puisque la plupart des libéraux admettent une présence au moins minimale, parfois un petit peu plus forte d'ailleurs, de l'État comme garant de l'État, mais État à ce moment-là au sens comme dans État de santé ou État de l'opinion, de l'État de droit. L'État apparaissant, ou la puissance publique apparaissant comme la garante en effet du respect, ou comme on dit aux États-Unis, de l'enforcement de la liberté individuelle. Donc le primat, c'est bien la liberté et la responsabilité individuelle, avec l'aide minimale d'une puissance publique. C'est ça. Le grand combat des libéraux, c'était de s'opposer, de lutter contre tout usage absolutiste de l'autorité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit même parfois économique. D'ailleurs, beaucoup de libéraux ont lutté contre les monopoles en économie, et évidemment politique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche? Aux États-Unis, d'une certaine manière, libéral, c'est être de gauche, du moins si on place le curseur par rapport aux chambres. Hein, mais donc, est-ce que ça a un sens de parler de libéral de droite ou de libéral de gauche? Aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, ceux qui continuent la tradition libérale classique s'appellent justement classical liberals, ou parfois conservateurs, mais tous ne l'admettent pas. Alors, les liberals sont des gens... Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a retenu le mot libéral, qu'on n'utilisait d'ailleurs pas du tout au XIXe siècle, parce que le mot socialisme faisait peur à tout le monde. Donc, ce qu'on appelle les liberals aux États-Unis sont en fait des sociaux-démocrates, plus ou moins, ça dépend desquels on parle, gauchisants. Pourquoi, en France, la pensée libérale a-t-elle si peu de place, alors que, ce n'est pas simplement dans les pays anglo-saxons, mais en Italie, par exemple, ou même en Espagne, il y a une place dans la presse et aussi dans l'édition pour la pensée libérale, qu'elle soit philosophique ou économique? Ça renvoie à ce qu'on appelle depuis assez longtemps l'exception culturelle, je dirais intellectuelle française, où penser au dehors de l'État ou d'un primat du social toujours lié à l'État semble quasiment impossible, aussi bien à l'extrême droite qu'à gauche. Hein. Je ne surprendrai personne en disant que, par exemple, dans le programme de Marine Le Pen, on a quelque chose qui est complètement fondé sur une sorte de renouveau de l'étatisme. Et en effet, le libéralisme se place tout à fait au dehors de ces clivages convenus en France. Merci beaucoup Alain Laurent. Alors je rappelle, ce gros livre est énorme, Les penseurs libéraux. C'est une anthologie, c'est une généalogie, il y a des chemins de travers, des entrées transversales, un dictionnaire aussi des auteurs. C'est très complet, c'est aux belles lettres. Donc je vous le recommande aussi à tous les étudiants. C'est à vous Adèle. Vous pouvez retrouver bien sûr le journal de la philosophie sur le site de franceculture.com. Merci beaucoup François. Alors j'ai toujours pas de réponse à votre question initiale, mais je pense que du coup je vais lire le livre de votre invité, ça m'a donné envie en tout cas. Merci à vous. Bon voyage. Merci. Voilà, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain, évidemment, pour la suite de cette semaine consacrée à Plotin. Demain, je recevrai Gwenaëlle Aubry qui viendra vous parler du voyage des âmes dans la pensée de Plotin. Où peut-on penser une âme sans corps, sans sujet? Et dans ce cas, où se situent les âmes? Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et toutes celles de la semaine, toutes les émissions à venir. Vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et dorénavant, depuis la semaine dernière, vous pouvez télécharger les émissions